Paolo, si je peux te répondre, de toute façon, on a tous affaire à deux lois. Deux lois qui sont ce que j'appelle, moi, c'est une distinction arbitraire dans les mots. La loi éthique et la loi morale. Mais en vrai, éthique et morale, c'est le même mot en vrai. C'est pas exactement la même chose parce que ethos, c'est souvent, vous voyez, l'un pour l'autre, c'est maintenant qu'on fait une différence. Et ethos, c'est plus difficile. Là, il faut les deux lois. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la loi, il y a la loi morale, qui est plutôt incarnée par les hommes, par le masculin, disons, qui est une loi qu'il faut faire avec. Tu ne copieras pas sur ton voisin, voilà. C'est une loi, le sergent obéit au colonel, etc. Tu m'obéis parce que je suis ton père. Et une fois, il y a quelqu'un comme ça qui donnait toujours des explications à un père, à son enfant. Et l'enfant lui a dit, écoute papa, arrête de m'expliquer. Si moi fais ça, ne fais pas ça, et voilà. Il y a quelque chose de cette loi à tenir, qui est une loi ancienne, on pourrait dire. Et puis il y a la loi de moi je dirais la loi de la mère. La loi de la mère qui est, qu'est-ce qui est bon, qui se pose plus le côté éthique. Qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, pour moi, etc. C'est pas la loi, c'est une loi qui est non pas référée à un bien platonicien, comme ça, il y a du bien, il y a du bien, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Et le problème, c'est qu'en général, on tient trop l'une ou trop l'autre. Actuellement, par exemple, on tient beaucoup trop, on s'occupe trop de ce qui est bon pour l'autre et pas assez de... On est en train de... Il y a un côté trop féminin, trop Antigone, je dirais. Voilà, c'est sur ce que je cite, Antigone, eh ben, elle a dit merde à Créon, qui incarnait la raison d'État. Il a fait quelque chose de ton frère, eh ben, il pourrira comme une charogne au pied de la cité. Elle a dit, la raison d'État, j'en ai rien à faire, j'irai enterrer mon frère, je veux qu'il ait une sépulture humaine et pas une sépulture, et pas un truc d'animaux. Et donc elle a été contre la loi ancienne, la raison d'État, on pourrait dire. Il faut aussi la loi d'État. Mais là, elle a su aller contre pour tenir pour faire qu'il reste humain et sujet à son frère. Mais il faut toujours tenir ces deux lois. Et c'est pas simple. C'est pour ça que je disais que tu avais raison, il y a deux lois. Oui, je pense que tu as raison, mais alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'une anorexique ne serait pas une Antigone? C'est ce que j'allais dire, c'est une parfaite Antigone dans la mesure où elle peut sacrifier ce qu'il avait de son enveloppe charnelle pour que quelque chose d'une autre loi, d'une éthique justement, puisse advenir. Oui, mais c'est pas une Antigone parce que c'est pour elle et pas pour l'autre. C'est ça la vie. Elle joue les Antigones. C'est tout le problème. Elle fait l'Antigone quelque part, mais pour elle-même. C'est-à-dire que c'est pas au nom de quelque chose d'autre. Elle est obligée de faire l'Antigone pour elle. Comme disent des patients, je me suis sacrifié pour moi. On ne peut pas se sacrifier pour soi. Il y a plein de patients qui vous disent ça. Je me suis sacrifié pour moi. Mais on ne peut pas. Mais après, c'est autre chose. Je pense que c'est pour quelque chose de la vérité du sujet. C'est-à-dire pour quelque chose du désir. Pour moi, oui, c'est pas pour l'autre. C'est ça la différence. C'est pour moi peut-être, mais enfin c'est peut-être aussi une manière de pouvoir faire qu'un ordre autre que celui du matériel et de la nourriture sans mots et de la nourriture sans regard et de la nourriture sans chaleur puisse, je pense que c'est quand même important parce que ce sont ces antigones-là qui peuvent révolutionner le monde et faire qu'il soit autrement, dans la mesure où c'est un appel à un autre ordre que celui du matériel. Et je pense que l'anorexique, c'est au-delà du fait que l'anorexique, bon, que c'est... il y a quelque chose chez l'anorexique. Pour ce qui me concerne, je n'ai connu que des adolescents anorexiques, je n'ai pas connu d'adultes anorexiques dans ma clinique, et je crois du côté de l'anorexie hystérique. Je n'ai pas connu d'anorexie psychotique. Je sais bien que l'anorexie est transstructurale,
Mais enfin, je pense que c'était surtout des anorexiques de type hystérique. Et il me semble que si je l'ai pris, moi, du côté de la clinique d'adolescence, c'est parce que il me semble justement que c'est confronté au danger psychique qui est homogène à l'élection symbolique du sexe que la jeune fille, la jeune adolescente va se réfugier dans l'espace maternel et l'espace maternel dans lequel justement le corps propre et le corps de l'autre ne sont pas individualisés. C'est une régression fantasmatique, bien sûr. Hein. Et en même temps, il me semble qu'elle régresse vers cette phase où incorporation, introjection et identification sont mêlées. Ça n'est pas nettement distingué. Donc, je crois que c'est Auchan qui vient de parler de confusion là, tout à l'heure, et ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire que déjà, incorporation, introjection et identification ne sont pas nettement distingués. Et d'ailleurs, par conséquent, c'est un processus d'individuation. Et il me semble que toute l'hyperactivité que l'on fait symptôme, en fait, qui fait un comportement tout à fait typique d'anorexie, je parle toujours de la jeune adolescente, hein, c'est en définitive, cette hyperactivité, une défense contre l'engloutissement dans l'espace maternel. Et c'est ce qui est paradoxal, et je pense que c'est très important, le fait que c'est quelque chose de très paradoxal dans la mesure où à la fois elle régresse à l'espace maternel dans des fixations orales qu'elle refuse parce que dangereuses. Et il me semble que, enfin, j'ai comme ça en tête de ces jeunes femmes au corps dont les contours sont fantasmatiquement complètement incertains et qui quêtent dans le regard de l'autre, leur regard qui est absolument presque une supplique. Elle quête dans le regard de l'autre comme l'approbation au droit d'exister pour elle-même. Ce regard dont certains, je crois que c'est toi qui as parlé de regard vampirique, c'est pas le regard vampirique, moi, que j'ai tellement perçu. C'est un regard, comment dire, insatiable, et d'une quête qui demande au regard de l'autre de lui donner l'approbation de l'existence. C'est typique chez les jeunes anorexiques. On parle essentiellement de la pulsion orale chez les anorexiques. Je trouve que l'objet regard est central. C'est-à-dire, à la fois, l'anorexique est bouclée sur elle-même. On a le sentiment qu'il n'y a pas l'autre, mais en même temps, l'autre est complètement présent puisqu'elle guette l'angoisse de l'autre dans son regard. Et elle ne soutient son existence et son identité que de se confronter à l'angoisse de l'autre. C'est-à-dire l'angoisse de l'autre devant sa propre mort possible. Oui, mais il me semble il me semble que j'ai pu travailler avec les anorexiques à partir du moment où je m'extrayais de la réaction qui se construisait à leur vision, qui était quelque chose du côté de ces suicidaires. La mort n'est pas loin. J'arrivais donc à m'extraire de cette réaction-là et de pouvoir lui faire entendre que, entremêlé avec ce risque mortel, il y avait la tentative pour un sujet de se refonder à travers une expérience extrême, épreuve. On peut mettre du côté de l'ordalie, comme vous le faites, Geneviève,
mais quelque chose qui n'est pas recherché pour ça, enfin quelque chose qui s'impose, la façon d'attaquer ce lien avec la mère, ce lien nourricier, et qu'elle rejoue en permanence avec les équipes hospitalières, c'est aussi une tentative de revenir là où ça a foiré, je dirais, pour se reconstruire. C'est pour ça que, enfin, m'est revenu tout de suite cette phrase d'Alain Guy, dans les premiers psychanalystes français. J'y trouvais là une certaine construction assez similaire. Lorsque, peu de temps avant sa mort, dans son journal d'un médecin malade, je me permets de faire cette citation, puisque ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Certains peuvent guérir leur névrose à moins de frais quand le trouble des instincts s'est opéré plus tard au cours de leur enfance, c'est une faute. Mais on dirait que le choc qui m'a ébranlé est tellement ancien, tellement proche des origines vitales, qu'il me faut revenir pour reprendre le bon embranchement, si loin vers l'origine de ma vie, que ceci me ramène aux frontières de la mort. Et qu'effectivement, là où elle n'entend que le risque qu'elle prend, que le fait qu'elle est en train de se suicider, que personne ne comprend plus rien, qu'on va la perdre, que quelqu'un puisse être témoin qu'il y a aussi dans cette situation horrible qui déchaîne la médecine dans tout ce qu'elle est capable de faire, comme tentative de réanimation, de gavage, tout ce qu'on veut, il y a aussi un sujet qui se cherche pour se refonder sur des bases nouvelles. Il me semble que si on n'arrive pas à faire entendre ça de manière plus ou moins claire à ces jeunes filles, on ne peut pas travailler avec elles. Parce qu'elles nous renverront toujours. Ça sera acharnement contre acharnement. C'est celui de la médecine contre le leur. La SEG le disait dès 1873, c'est ça qui est phénoménal. Moi, cet article-là, j'étais un peu inquiet à l'idée de sa parution parce que ça fait 6 ans, je me demandais ce que j'avais raconté. Mais en fait, il était pour moi une forme d'illustration, Chang l'a rappelé, de ce que Lacan avance avec cette faille épistémo-somatique, c'est-à-dire en quoi les progrès de la science ont changé quelque chose dans les rapports que la médecine entretient avec le corps du patient. Or, avec l'anorexie, ça n'a rien changé. Ça n'a pas bougé en 150 ans. Et je trouve que c'est intéressant d'abord de faire ce constat et de voir en quoi ça n'a pas changé, dans les détails techniques, je dirais, et comment ça vient interroger aussi, pour moi c'était aussi un petit peu ma ligne de recherche, en quoi ça vient interroger la place de la psychanalyse dans la médecine. Je voudrais répondre à toi, Geneviève, toi aussi Daniel, dire que la façon, enfin, je suis bien d'accord que le regard chercher l'angoisse, c'est un peu un motif pervers de la médecine, qui était l'angoisse pour... Mais c'est pour ça que pour faire quelque chose, un écart entre quoi qui était la mère et elle, il y a quelque chose de pas assez séparé, mais c'est pas propre à l'origine, c'est propre à beaucoup de choses. Il ne faut surtout pas rentrer dans, par exemple, dans Antigone, parce qu'Antigone, c'est continuer le même système, l'Antigone de l'anorexie. C'est continuer le même système, c'est-à-dire incarner elle-même le phallus. C'est pareil que d'avoir pas de chair. Elle incarne la condition phallique. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir installer entre elle et le maternel, disons, quelque chose qui puisse la désobliger d'avoir à elle-même prendre cette position d'incarnation du phallus, jusqu'à l'os quelque part, hein, la rigidité totale, hein, jusqu'au sang chair, jusqu'au... Et c'est ce double aspect du phallus, le point trou, c'est une autre façon de dire vieille ganache et incestuel, hein, le côté incarner le côté
poing, ou voilà, du phallus, ce qu'on voit, voilà, mais aussi pouvoir incarner le manque comme désirable. Hein, comme c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est très très dur cette position, la position de soignant. Il faut laisser passer quelque chose à soi, même de son manque à soi quelque part. Parce qu'il faut pouvoir et incarner quelque chose du point, du vertical, du, voilà, hein, du phallus, de la symbolique phallique, disons, mais aussi l'autre côté pointé par Lacan dans le Cross-Cut, c'est-à-dire que le phallus c'est un point de trou. Alors évidemment, si c'est bien plus facile à représenter un point ou un bâton qu'un trou. Hein, et un peu ça, un peu sans bord, c'est encore plus dur. Hein, mais il faut soi-même en laisser passer quelque chose de cette autre version. Et c'est seulement ça qui dégagera l'obligation pour elle de le jouer jusqu'à plus soif, si on peut dire. Hein, parce qu'on peut dire effectivement tout l'anorexique, elle est tout, elle est un peu perverse, un peu malade. Elle joue de tout, c'est un carrefour, hein, c'est un carrefour de structure. On est plus dans un versant, plus dans l'autre. Hein, oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais trouvé plus simple de partir de la clinique d'adolescents, qui était unificatrice. C'était plus simple parce que si on laissait, on peut décliner tout le vocabulaire analytique et toute la nosographie si on y prend garde. Et elle est minutiaire. Bah, évidemment, oui, absolument. on peut tirer du côté de l'hystérie, du côté de la mélancolie, du côté de la perversion. Perversion, ça c'est sûr qu'il y a des traits de perversion. Bon. Mais il y a quelque chose qui vient de m'intéresser là, dans ce proche qui a parlé du fait que le processus d'individuation, on le retrouve dans beaucoup de cures, et d'autres cures que de cures d'anorexie. Et ce qu'il y a de très intéressant, justement, c'est que ce processus d'individuation avec les anorexiques, il renvoie, bien sûr, à quelque chose qui s'est mal passé au niveau du premier nourrissage. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, moi j'ai fait l'hypothèse qu'il y a quelque chose au niveau du fordat qui s'est mal passé. Là également, incorporation, l'introjection d'un papusphère. Hein? C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cures de femmes, en tout cas de jeunes femmes, le problème de l'individuation, il est partout présent, de l'effort, de la difficulté à se séparer, est tout à fait présent. Mais chez l'anorexique, évidemment, ça renvoie à quelque chose de premier qui a été raté, qui a été un ratage. Et elles essayent de le reprendre parmi tout ça. On les voit justement nourrir leur mère, parce qu'elles font souvent la cuisine. Bien sûr. Et elles nourrissent leur mère, elles imposent leur comme ça, je sais pas, c'est-à-dire qu'ils se sont fait à ça. Ils veulent qu'on mange. Ils veulent qu'on mange, absolument. Après, qui gardent leurs enfants. François, j'écoute, je souscris à beaucoup de choses qui se sont dites. Et pendant que je vous écoutais, là, je pensais au cas que j'expose très brièvement dans l'article, où sa première parole, traumatisme, qu'elle a accepté. Donc j'invite à s'installer pour le massage. Le patient se fait des amis et me dit voilà, même pas me voilà. Hein? C'est quelque chose comme ça, comme qui dit quelque chose que j'ai trouvé très cru à ce moment-là. Et sa question à la fin de la séance, c'était comment me trouvez-vous? Et la seule réponse que j'ai pu trouver, je me trouve là. Ce qui m'a valu 6 longs mois de silence, seulement un petit peu de sa respiration, mais sentant qu'elle était vivante. Et je pense que c'est par la patience, l'endurance, la résistance, qu'elle a pu commencer à gagner un petit peu d'espace en prenant
joie en reprenant les activités, et notamment dans des relations un petit peu plus normales avec son mari. C'est vrai que l'expérience, contrairement à la vôtre, qui est peut-être moins importante, avec les anorexiques, j'ai eu affaire à des anorexiques psychotiques, qui amènent tout le temps cette question de la mort, mais avec une violence que rarement j'ai trouvé ailleurs, dans d'autres prises en charge. Voilà. Et je me souscris assez à ce que les uns et les autres disaient, aussi à propos de... Voilà, ça va paraître un petit peu prendre les choses à rebours autour du cadre, puisque j'ai cité l'intitulé. Dans le fond, des contrats, il y en a plein là, dans le travail que je fais. Il y a une entente préalable, les patients me sont adressés sur indication, je ne travaille qu'avec des indications, et puis il y a le contrat qui se passe autour de l'invitation à recevoir le massage de toutes les régions du corps, sexe, fesses, seins, etc. Voilà, donc il y a plein de contrats comme ça qui entourent sur ce travail et qui permet l'installation de la méthodologie du massage, qui est un massage, je dirais, tangentiel. Le corps est senti et perçu, si vous voulez, comme limite. C'est-à-dire que je ne fais pas de rééducation, je ne vais pas faire un travail plus précis sur tel ou tel morceau de corps. C'est une approche qui se veut avec une intention globalisante. Voilà. Exposer un petit peu pour vous permettre de vous représenter ce qui se passe et qui est présenté en même temps pour sentir. Ce qui explique que dans cette conduite à minima de ma patiente, moi j'attends que quelque chose se passe, que je puisse un jour, moi, dire, que je m'en rende compte, tout simplement, tout bêtement d'abord, et que je puisse dire quelque chose à un moment donné qui me paraît opportun, ça au feeling, de ce côté pénible. Je trouve que cette patiente qui nous confrontait si longtemps à la mort, il y a un moment où les petites crottes qu'elle lâchait dans les toilettes à côté avant la séance sont venues laisser entendre qu'il y avait du mouvement à l'intérieur et que voilà, ce que j'avais entendu là, même si c'était en marge, pas sur la table, il y avait peut-être quelque chose là à reprendre. Alors c'est avec cette métaphore anale, j'ai pu commencer à travailler et elle a commencé aussi à évoquer de se nourrir. L'autre chose que je voulais dire à ce sujet, ça touche à la massivité, je ne sais pas si on peut appeler ça l'atmosphère, mais c'est une espèce d'accrochage, une voracité gigantesque, et qui se traduit au niveau du travail, au niveau des mains, des sensations, par une sensation d'être avalé par son corps, comme ça, qui plonge, qui disparaissent. Par exemple, c'est le cas pour cette patiente qui a envoyé me laisser dans les mains un corps de chiffon. Effectivement, il y avait de l'os quand même, mais c'était un corps abandonné. Et à ce moment-là, effectivement, dans son temps du massage, je crois que le regard, et finalement la permission que je lui ai faite, une fois toute garantie, tant que je pouvais en avoir, je lui garantissais aussi un espace où elle pouvait aller jusqu'au bout de cette démonstration de sa possible inanité, de sa disparition. Et la question de la pulsion de mort, elle est présente dans le corps de l'anorexie en consommation et dans l'amélioré, surtout qui est le refus de prendre la vie. La pulsion de mort est à l'œuvre. Mais
pulsion de mort qui est à l'œuvre pour un travail d'individuation, c'est-à-dire c'est l'aspect positif dont on a parlé l'autre jour, la pulsion de mort, pour permettre l'individuation et aussi pour assurer la survie psychique de la patiente. Par conséquent, c'est une pulsion de mort positive là. Mais j'avais envie de vous poser la question, parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce que j'ai écouté des anorexiques, c'est les phénomènes de dysmorphophobie. C'est-à-dire, on sent bien que ces femmes, elles ont beau être d'une maigreur effrayante, elles se trouvent toujours grosses, il y en a toujours trop. Il y a toujours trop. Et pour vous qui avez fait ce travail de massage avec les femmes, est-ce que vous avez entendu que les contours étaient incertains, qu'ils étaient fantasmatiquement incertains? J'ai entendu, mais la réponse est silencieuse. Il se passe avec le massage. C'est quelque chose que vous avez ressenti? Bien sûr, notamment autour curieusement, parmi l'aménorrhée, c'est souvent autour du bassin, des hanches, et donc jusqu'à la féminité aussi, la féminité de cette région, la possibilité de porter un enfant avec ce bassin évasé. Et donc, il est bien, effectivement, il y a parfois des demandes qui sont comment le trouvez-vous, et la réponse est silencieuse. Je vous propose de vous masser. Passons au massage. Et puis, la patiente, on fait son miel. Cette question-là tombe par la suite. Comme je travaille toujours avec un médecin, un psychanalyste dans le c'est peut-être que je renvoie aussi à ce cadre-là, des choses qui peuvent être abordées différemment. Alors, je propose de répondre de cette manière silencieuse qui parle de geste du massage. Je voudrais juste dire que je pense que l'aménorrhée chez les anorexiques, c'est pas une visée. C'est une conséquence. Hein. On ne vise pas l'aménorrhée. C'est une conséquence. Alors, je mets tout ce que je dis entre guillemets, c'est-à-dire que dans les camps de concentration aussi, il y a des aménorrhées, etc. C'est une conséquence du régime, c'est pas un but. Hein, c'est comme pas plus que le joueur peut perdre. Il perd parce qu'il est obligé. Mais c'est pas ça le but du joueur, c'est pas du joueur pathologique, du ludopathe. Mais je reviens sur il y a quand même quelque chose, même si c'est pas visé, qui est quand même là au cœur du fantasme, parce que être sans manque, ça veut dire qu'effectivement, même si elles disent certaines qu'elles peuvent avoir des enfants, etc., derrière, il y a toujours une représentation de la reproduction par sissiparité. C'est-à-dire qu'on ne se représente, c'est pas du... Oui, mais c'est pas pour ça qu'elles ont des aménorrhées, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas réglées. C'est-à-dire, si le fantasme de sissiparité, c'est d'être sans manque de l'autre. Hein, voilà, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on retrouve chez certaines hystériques, parce que ne rien manger du rien, c'est aussi, en dehors de la jouissance, ce que c'est que le rien et de la jouissance addictive que ça a comme une drogue, quoi, c'est encore plus facile à avoir que de chercher du poudre, un truc quelconque pour se droguer. Le rien est accessible à tout le monde. Des tours d'un régime, on trouve qu'on mange de rien, on n'a pas eu le temps de manger pendant 3 jours. On commence à trouver que c'est assez excitant, que parmi tout le monde peut le ressentir. Alors, comme disait Oliver Stein, c'est la rencontre d'un produit. Voilà, c'est le produit avec un moment donné, hein, et le rien est un produit, effectivement. Mais manger du rien, c'est aussi ne manquer de rien. Et c'est ça le problème. C'est n'être pas manquante. Et donc pas manquante de l'autre. Et donc pas manquante de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de la solidarité
parce que c'est moi-même qui, en me coupant, me reproduira quelque part. Hein. Oui, mais ça me paraît être aussi la signature de la défection de la fonction symbolique. C'est trop fort. Je sais pas. Mais non, c'est pas de la tarte à la crème. Il y en a plein qui sont dans la fonction symbolique, qui sont de grandes créatrices, de grandes... La fonction symbolique du père qui n'a pas fonctionné. Non, mais c'est trop vite dit. Il y a quelque chose... C'est plus facile de parler de quelque chose de phallique qui atteint quelque chose peut-être du symbolique en pointillé, mais une fois que tu as dit ça, il y a tellement de trucs. Qui n'a pas eu quelque chose de la défaillance de la fonction symbolique du père, hein? Ça va trop vite de dire ça. C'est la fonction phallique du père qui n'a pas été reconnue, où il y a un problème. C'est-à-dire que où le père était un bonhomme très puissant et s'occupait pas de l'enfant, pas de la mère, etc. Il s'occupait de sa vie sociale, de sa vie créatrice, etc. Où il était dénié par la mère comme porteur du pénis qu'il a nécessaire à sa puissance, où il y a toujours quelque chose de la valeur du père comme représentant, porteur, phallophore, quelque part, hein, qui n'a pas marché dans le dire de la mère, hein, pour X raisons, et même que la mère dans X raisons. Et c'est pour ça que le seul moyen clinique de en sortir, c'est de jouer là-dessus, c'est de jouer sur soi-même un cas. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, et on pourrait même parler du bon sein, du mauvais sein, que c'est mort, tout ça. Il y a plein de trucs qu'on pourrait plaigner avec les anorexiques aussi, quelque part. Et on n'aurait pas tort, sauf qu'il pourrait introduire dans Mélanie Klein la problématique phallique. Je propose, s'il y en a qui veulent intervenir, justement, oui. Ça, oui. Roda. Je n'ai pas forcément en désaccord, je suis avec toi, et donc j'étais très ce que vous avez dit sur la question du Forda, que le Forda n'est pas accroché chez l'anorexie. Oui, il y a un ratage là. Il y a un ratage. Quel est le désir de la mère quand on sait que le désir de l'enfant, c'est le désir du désir de la mère? C'est ce que dit Lacan. Hein, or, le désir de la mère, visiblement, n'est probablement pas là, où l'enfant voudrait qu'il le soit. Qu'est-ce que c'est que ce désir de la mère qui va ici, qui va là? Mais ça n'arrive pas à se constituer pour cet enfant-là, précisément. Il y a un autre exemple de trouble alimentaire, c'est le nérécisme. C'est une forme de jeu de Fortin, mais complètement perversifié au niveau du sujet de l'enfant, à savoir de jouer avec le contenu gastrique, le faire remonter, le faire redescendre, le refaire remonter, tout ça de manière absolument insaisonnable. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement... Ce que tu disais du Fortin me paraît tout à fait... fonctionne, il faut que la mère ait d'autres intérêts que l'enfant, et qu'en même temps, quand elle est avec son enfant, ce ne soit pas, si vous voulez, des questions de dosage, de ce qui est bon, de ce qui est bien pour elle, puisque ce sont des filles qui sont anorexiques souvent. Mais je pense qu'il faut quand même que la mère accepte que l'enfant n'accepte pas ce qu'elle lui offre, qu'elle puisse refuser, que ce qu'on lui offre, elle n'en veut pas. Et une mère trop anxieuse, une mère mélancolique, une mère endeuillée, ça, elle ne pourra pas le supporter. Enfin, une mère montante, elle ne pourra pas le supporter. Et je crois que le travail avec les équipes hospitalières, c'est justement de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'elles se trouvent à un moment donné en position en face de l'anorexique. L'anorexique ne veut pas de ce que l'équipe lui propose, alors que l'équipe n'a de cesse que de faire grossir l'arsenal thérapeutique et de faire jouer tous les ressorts possibles et imaginaires pour sauver, pour faire taire le symptôme, sans s'intéresser bien sûr à ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que
travailler, lorsqu'on n'est pas dans la position de l'analyste menant une cure d'anorexie, mais en position d'être étroitement lié à une équipe médicale tout en se parant, enfin, tout en ayant cette posture d'avoir renoncé au désir de soigner, permet justement de pouvoir éclairer les équipes sur la place symbolique où les met ces anorexiques et de faire en sorte, mais c'est extrêmement fatigant et on y arrive vraiment que de temps en temps, de faire en sorte qu'elle ne répète pas cette équipe justement ce qui a foiré dans la relation de l'anorexique avec sa mère. Puisque ce qui compte, c'est que les gens, c'est de s'évader de la demande. De s'évader de la demande et aussi de la réponse aux besoins. La demande, c'est toujours qu'une demande d'amour et elle sera effectivement éternellement insatisfaite. Mais faire advenir l'ordre du désir entre une fille qui est en danger vital et une équipe qui est dressée, qui a une seule chose, c'est justement éviter que les gens meurent, c'est vraiment C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que c'est pas pour ça que certains lieux à la mode, enfin il n'y a pas tellement de lieux pour anorexiques, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Est-ce que c'est pas un avantage paradoxal de certains lieux à la mode qui du coup s'arrêtent au bout d'une semaine, 15 jours et les mettent dehors parce qu'il faut qu'il y ait un turnover. Et puis justement, et puis après les mettre au vert et enfin, aux autres équipes de s'épauler, mais ces lieux-là, du coup, cessent de les gaver ou de les forcer. Ils disent, oh bah, on n'y peut rien. On a fait le diagnostic. Le diagnostic, vous savez, mais ils l'ont fait au bout de 15 jours. Et puis, c'est peut-être paradoxalement thérapeutique. Il y en a qui veulent. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Pierre Pascal par rapport, vous disiez que malgré la technologie médicale, les progrès médicaux, bon, on n'a pas réussi à soigner le corps de l'anorexie, on a dit quelque chose comme ça, et on me demandait de quel corps s'agit-il, ou s'agit-il de corps voilà, je crois que ce que vous avez soulevé là était intéressant, c'était quelque chose qui demanderait peut-être un peu à débattre, développer, enfin je sais pas. C'est un point. Et aussi, ce que disait Daniel par rapport au cas d'une patiente anorexique et vous demandait bon, s'il fallait être avec l'équipe médicale, comment elle pouvait, comme ça, comment je dirais, faire lien entre les médecins, enfin faire en sorte qu'ils se contactent, qu'ils se voilà, des collisions comme ça. Et bon, moi je pensais aussi au cas d'une patiente, mais je me demandais si anorexie, hystérique, c'était quelque chose comme ça qui pouvait, enfin, je ne veux pas être trop schématique, mais qui pouvait aller ensemble, et boulimique dépressive, parce que moi, ça serait une patiente plutôt boulimique et dite dépressive, je ne sais pas s'il y a vraiment dépressif, un peu dite comme ça, elle a été hospitalisée pour ça, ouais. Et voilà, je mettais ça un peu en lien aussi, c'était des réflexions que je me suis faites. C'est vrai qu'on a l'impression que l'anorexie résiste, tandis que la boulimique cède. Oui, je suis toujours un petit peu étonné parce que j'entends une nécessité de mettre un petit peu en poule le travail que font les médecins, le travail que peut faire un analyste, etc. Et en particulier dans le cas de l'anorexie. Parce qu'il y a quand même une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que pour parler de faire une cure analytique avec une anorexie, il faut qu'elle soit vivante. Et ça, c'est après qu'elle soit restée vivante qu'on peut commencer à parler de ça. Donc, moi j'ai le sentiment, et bon, c'est aussi de la pratique de la clinique, qu'il y a une place qu'il faut laisser à ceux qui sont chargés de maintenir en vie, même si on peut être tout à fait circonspect sur les méthodes qu'ils emploient, hein, on est bien d'accord, mais qu'il est extrêmement difficile. Vous parliez d'essayer de faire entendre à une équipe médicale quelque chose qui aurait à voir avec le désir. Or, c'est pas leur boulot du tout, pas une seule seconde. Oui, c'est pour ça que c'est compliqué.
Moi, j'ai été frappé lorsque j'ai eu à écouter des anorexiques, que les choses se sont d'autant mieux passées que ça a été parfaitement scindé, ça. Oui. C'est-à-dire, mais dans la pratique, hein, c'est-à-dire, moi je me souviens très bien avoir dit à une jeune anorexique, vous faites comme vous voulez, on ne peut rien faire sans vous, mais si jamais les autres se jettent sur vous dans la rue pour vous réhospitaliser, pour vous gaver, etc., je ne lèverai pas le petit doigt une seule seconde. Vous faites comme vous voulez après ça. Hein. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, qu'il y en a qui sont chargés de les maintenir en vie, on n'a pas le choix, hein, mais de la même façon qu'on peut dire pour les psychotiques, pour les gens qui hurlent après les neuroleptiques, que quand même, il y a eu quelques travaux psychanalytiques qui ont été faits avec les psychotiques depuis que les neuroleptiques leur ont donné quand même un petit peu d'accès à une hypothèse de parole. Hein. Et je crois qu'on est un peu sur le même registre, et c'est pour ça que ça me paraît devoir être séparé. Et je crois que la référence à Antigone est tout à fait intéressante à ce propos, c'est que tout de même, Antigone, on peut toujours croire qu'elle fait ça pour sauver la mémoire de ses frères. Elle fait ça pour se taper Créon, enfin pour se coltiner Créon. Voilà. C'est d'abord ça. Et Créon est battu à plat de couture. Ce qu'on oblige toujours de dire, c'est que c'est Créon qui ne respecte pas la loi qu'il est chargé de faire respecter par rapport à Antigone. Et ce qui est très rigolo à propos de l'anorexie, c'est que quand même Créon fait enfermer Antigone, et le seul lien qu'elle garde, comme Néfertiti d'ailleurs à d'autres époques et à d'autres lieux, le seul lien qui est gardé entre Antigone et la loi, c'est qu'ils vont la nourrir par un petit trou pour lui donner quand même à bouffer qu'elle ne mord pas tout de suite. Donc on est devant une espèce de paradoxe où on voudrait nous faire croire qu'il y aurait, alors c'est ce qui s'entend comme ça en survol du côté de la médecine, qu'il y aurait une loi qui serait du côté du père, de l'homme, machin, parce que vous disiez tout à l'heure, hein, et qui arriverait éventuellement à imposer quelque chose du côté de la vie, alors que c'est, avec les anorexiques, si on passe par ce biais-là, on est forcément en échec. On est sûr de rater le coche. Je parle du côté de l'écoute qu'on peut avoir en tant qu'analyste. Hein. Bon, voilà. Je pense même que dans cette configuration où on est présent dans le temps de l'hospitalisation, il s'agissait en l'occurrence de services de médecine, endocrinaux, hein, donc rien de psychiatrie, je m'étais fixé comme règle justement d'être absent de l'organisation des soins, enfin directement impliqué, je veux dire. C'est-à-dire pas interlocuteur de ces... Je me présentais, elle savait que j'étais là, et c'était sûr qu'à ce moment-là, elle voulait bouffer du psy. Parce que ça, les discussions interminables, elles étaient preneuses, parce que pendant ce temps-là, on ne bouge pas. Et on n'est pas sous la pression d'une équipe qui vise à ce que l'on réingère de la nourriture pour reprendre du poids. Et justement, je crois que c'est là qu'il faut se tenir à carreau, en tout cas moi c'était ma position, justement de dire, mais non, c'est pas le moment, c'est pas l'heure est à la médecine. L'état dans lequel vous êtes nécessite que vous gardiez la chambre et que vous n'ayez pas de visite, parce que les gens qui sont dans votre état n'ont pas de visite et gardent la chambre. Et la médecine se déploie comme à charge pour moi, effectivement, de les éclairer un peu de temps en temps sur ce que je croyais avoir compris. Mais c'est un exercice, voilà, qui n'est pas grave, dont la sortie n'est pas garantie et qui est très, très terrible. Mais c'est quand même elle qui court le plus grand risque. Bonne nuit. Et je crois qu'elle s'approche d'autant plus de la limite qu'on essaye de leur faire croire que, alors on parlait de coercition tout à l'heure, on essaie de leur faire croire qu'on a les moyens de les en empêcher. Oui. Et ça, et je crois que là, on foire complètement le coup. Si nous, on s'en mêle, alors là, c'est même pas la peine d'envisager d'entendre quoi que ce soit. D'autant qu'on parlait de ratage de départ tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre ratage de départ que le langage. D'accord, on peut être mal nourri, on peut avoir été battu, on peut avoir fait tout ce qu'on veut. Ce qu'on trouve aussi avec les toxicomanes, par exemple, c'est qu'il y a une espèce de bavardage, en effet, qui peut s'instaurer, et qui est, mais comme de la pluie sur des plumes d'oie, hein, ou sur une toile cirée, ça ne fonctionne absolument pas. Il y a vraiment tout un temps de latence, là, par rapport au rapport qu'il y a entre le langage et le corps, dans le cas des anorexiques, qui fait qu'on a tout notre temps, à condition qu'elle survive, pour que quelque chose, éventuellement, s'instaure du côté du langage et du cœur analytique.
et qui va de toute façon passer, et je crois que c'est là que c'est très important, ce que le travail que fait François Anguero, c'est que qui va passer par quelque chose du corps et des limites corporelles. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des anorexiques pour s'apercevoir qu'il y a des gens qui se regardent dans la glace et qui ne se voient pas comme ils sont. Hein. Il y en a plein qui sont comme Paris Hilton ou je ne sais pas qui quand elles se regardent dans la glace après avoir acheté des fringues chez je ne sais pas qui. Hein. Et elles se voient exactement comme ça. Il n'y a pas besoin de anorexique pour pas se voir dans la glace comme on est. Quoi, hein. Ou pour ne pas se voir du tout. Ou pour pas se voir du tout. Mais la limite avec la mort, je crois qu'elle est d'autant plus un jeu avec les anorexiques qu'il y a quelque chose qui leur je vais finir sur ce par quoi j'ai commencé, qui voudrait faire croire, du côté de la loi, qu'on peut les en empêcher. Et là, on les pousse carrément à perdre l'équilibre. Et on les pousse à l'éventualité de la mort, quoi. La réanimation, etc. Elles veulent avoir le dernier mot, même si c'est au prix de leur disparition. Il ne faut pas s'arranger là-dedans, c'est clair. À propos de ces limites du corps et à votre travail spécifique de kinésie, le travail donc de modelage, etc., de faire prendre conscience à la de dire prends un crayon, dessine-toi, prends la terre et puis sculpte, est-ce que ça ne ferait pas un choc, une référence, une révélation de ce à quoi elles peuvent ressembler? C'est une expérience que je n'ai jamais imaginée, mais que je n'ai pas mise en pratique. Elle m'a fait peur, pour tout dire. J'avais peur de ne pas la gérer par la suite. C'était une expérience, je devais faire prendre un crayon, quelqu'un qui savait dessiner, une glace, un crayon. Est-ce qu'à ce moment-là, par l'intermédiaire du crayon, comme par l'intermédiaire de vos doigts, il peut y avoir une prise de conscience de cette corporalité qui est tout le temps? Non, mais certes, je crois qu'il y a de multiples situations décrivées là. Peut-être permis, mais encore faut-il, c'est pour ça que l'intitulé de cet exposé, c'est d'insister sur le cadre. Il me semble que, au fond, ce qui importe, c'est d'avoir pensé un petit peu comment on va faire du dessin, comment peut-être du tai chi, je ne sais pas, n'importe quoi comme ça. Voilà. Ce qui est l'institut des règles, dans la rencontre, il organise. Voilà. On ne se prépare pas d'une certaine façon d'être emboîté, masse, sans emboîté, sans trop, à distance de bras, voilà. Je pense qu'avec le dessin, c'est pareil, on part en dessus l'épaule, on part en face, il s'agit en quelque sorte de proposer, j'allais dire, oui, une règle commune dont on ne va pas se départir. C'est au fur et à mesure la répétition de la rencontre. On disait tout à l'heure, je vous trouve là, je lui ai proposé, je vous attends la semaine prochaine. Vous ne pas revenir. Il y a quelque chose là qui peut se stimuler au travers de multiples formes techniques. Il me semble qu'il y a quand même une recherche, une aide aussi de ce score. Elle le cherche quand même, ce score, quelque part. Il y a une tête du corps et une image du corps de l'autre. En particulier dans mon travail, ce que je connais, je ne dénie pas le caractère traumatique de ce dévoilement du corps. Simplement, parce qu'il est là, je crois que c'est un traumatique, mais pas trop. C'est une certaine quantité de traumatisme, voilà, qui permet d'aborder la possibilité de se sentir qu'on peut résister. On n'est pas obligé de se détendre. Se détendre, c'est quelque chose qui est un lien avec soi. Voilà, se sentir bien, mais ça vous appartient. Ça vous appartient. Des choses comme ça. Je pense que sinon, effectivement, on s'achemine vers des dimensions sadomasochistes qui
pédagogique. Ils Très sont de vite. toute façon, Voilà. c'est un Et jeu puis, quand même. Il y a un jeu sur- JE dans l'anorexie. Il joue, c'est un jeu avec la mort. Avec une dramatisation, sachant d'employer le mot tout à l'heure. Non, je pense qu'il y a plein d'autres possibilités d'instaurer des outils, y compris dans les lieux de socialisation en temps de travail. Il y a aussi la question de pouvoir se sentir débordé. Je parle de ma relation de ma soeur qui est thérapeute, mais pas trop, mais d'accepter ça aussi. Par exemple, encore dans l'exemple, dans l'article, j'évoque quelque chose de l'intime, qui est abordé par cette façon, qui touche précisément après cet épisode de l'analité dont je parlais tout à l'heure, de retrouvailles avec une sexualité avec son mari, qui m'a amené à entendre des choses qui m'a paru à moi, dans ce cadre-là, que ce ne soit pas admissible, mais je n'avais pas à l'entendre. Mais qu'est-ce que c'est que je lui ai renvoyé? Je me demandais pourquoi j'entendais ça, je la laissais dire. Voilà, tout ça, au service, si vous voulez, de la question des limites. Voilà. Par ce travail du corps, vous avez pu approcher des mots que vous n'auriez pas entendus simplement à travers un dialogue. Bon, ben, je crois que nous allons remercier chaleureusement pour leurs travaux exceptionnels ces musiciens